Merci beaucoup Thierry de me donner la parole. Hier, on a parlé de la nécessité de pouvoir expérimenter des situations pour ensuite pouvoir finalement en comprendre l'image. Et précisément là, le problème que nous avons, c'est qu'on va s'intéresser à des documents qui sont fort éloignés de nous dans le temps. Et précisément, notre regard sur les œuvres grecques, qui sont un objet de recherche, ce regard est en grande partie conditionné par ce que nous en ont dit les auteurs anciens, grecs et latins. Ainsi, un des grands mérites attribués aux artistes grecs, qu'ils soient peintres ou sculpteurs, est d'avoir su représenter la vie en imitant la nature. Dans cet effort mimétique, la dimension sonore n'est jamais très loin. Ainsi, dans l'anthologie grecque, plusieurs fragments parvenus jusqu'à nous vantent par exemple la génisse de Myron. Nous n'avons aucune trace. Myron, ce fameux sculpteur du milieu du 5e siècle, et ses différents poèmes insistent sur le fait que la génisse a l'air vraie, et donc la génisse, à mon avis, va mugir. Prométhée n'est pas seul à modeler des êtres vivants qui en fait autant, Myron. Donc, elle semblait tellement vraie qu'elle semblait pouvoir mugir. Si la peinture et la sculpture produisent des images muettes par définition, l'imagination du spectateur, stimulée par la capacité de l'artiste, fait le reste. On voit Laocoon gémir, faute de pouvoir l'entendre, sauf si on est sujet à quelques hallucinations auditives, et telle est la force de cette sculpture dont la réputation n'est plus à faire. Elle est aussi derrière nous. Mais bien avant ces productions, les Grecs ont développé d'autres stratégies pour représenter des sons, dont la parole, en particulier sur des images vasculaires dont les textes ne nous parlent absolument pas. Ces expérimentations sont parfois comparées à nos bandes dessinées et nous paraissent curieusement contemporaines, d'où l'intérêt qu'elles suscitent auprès des amateurs comme des spécialistes, et nous sommes nombreux à travailler sur ce type d'image. Je vous fais grâce de la bibliographie ici, mais je m'appuie sur de nombreux travaux. Le corpus des représentations du son dans l'image grecque est diversifié. Aussi, le parcours que je vous propose est nécessairement sélectif. Je partirai des plus anciennes images où seuls les corps expriment visuellement des sons. Ensuite, je m'attarderai à la représentation de paroles, puis de chants via une insertion de l'écrit dans l'image, afin de mettre en évidence les différents effets recherchés par les peintres. Alors, avant de commencer, je tiens à signaler, on a vu comme c'est difficile de faire de la médiation sur des objets archéologiques, et les objets archéologiques que nous allons voir sont des objets parfois en très mauvais état de conservation, bien souvent pas complètement publiés et assez régulièrement mal photographiés. Donc vous vous excuserez parfois la qualité des images. Les images complexes font le retour en force au 8e siècle dans le monde grec, au moment du développement des cités. À Athènes, les images couvrent d'abord de grands vases qui sont des marqueurs de tombes et qui sont couverts de scènes. Ce sont soit des combats terrestres maritimes, soit des rituels funéraires. Le style des peintres est alors minimaliste, géométrique et sans aucun effet de mimétisme. L'expressivité passe entièrement par la gestuelle des personnages, non par leur physionomie et encore moins par leur visage sur lequel on ne voit distinguer aucun trait. Autour du mort, ici une défunte, les personnages ont les bras levés, ramenés vers leur tête. Il s'agit d'un geste bien connu depuis l'âge du bronze et qui signifie la lamentation. Les images muettes prennent en charge la représentation des pleurs, des chants funèbres, l'ololugé en grec, à l'aide de cette gestuelle hautement signifiante et non équivoque. Autre scène récurrente, dans un second temps, celle des chœurs d'hommes ou de femmes, ou les deux associés. Voici un chaudron, vous avez son dessin, qui nous rend compte de la forme complète, qui est l'imitation de formes métalliques. Les chaudrons de bronze sont des objets de prestige que l'on retrouve notamment dans les sanctuaires au 8e siècle. On ne peut pas faire offrande plus importante pour les dieux. Cet objet est fragmentaire
mais on aperçoit un groupe de danseurs gesticulant, représentés nus avec une longue chevelure. Il s'agit d'un chœur de jeune homme en train de pratiquer un rituel, de danser, de chanter. Et à côté, on a un drôle d'objet qui peut quand même nous faire penser à une lyre, mais en fait qui est un chaudron, là encore. Donc on a un chaudron sur un chaudron, mais cette fois-ci, il a de drôles de protomées de têtes d'animaux. Et là, cette représentation copie un autre type de chaudron métallique avec des protomées de griffons, de serpents, qui s'inspire de formes orientales et que l'on retrouve là aussi dans les sanctuaires. Et on a donc ici la représentation d'un chœur de jeune homme, et le chaudron, dans l'imaginaire grec, est étroitement associé au concours entre personnes, que ce soit des concours hippiques ou ici donc des danses. Et dans la poésie homérique, les chaudrons que fabrique Héphaïstos sont comparés à des danseurs. Ils sont également sonores. D'ailleurs, on parle bien souvent de voix de bronze dans la poésie épique. Autre exemple, plus simple, plus minimaliste, et là on voit bien que le son est représenté par un joueur de lyre, et cette fois-ci on a 3 personnages féminins qui se tiennent par la main. Il s'agit encore d'une danse, mais la gestuelle est très minimaliste. À nouveau un autre exemple, je descends dans le temps, enfin dans ma façon de penser les chronologies, je viens vers nous petit à petit. Et donc, bref, un objet du 7e siècle où les techniques changent, le contour intervient, et on a sur le col un chœur, cette fois-ci de femmes et d'hommes associés qui se tiennent par la main et qui sont accompagnés par un joueur de flûte. Ces images de chœurs de personnes chantant, dansant, en tout cas accompagnées soit de la lyre, soit de la flûte, sont vraiment des images récurrentes dans l'art grec aussi, je ne m'y attarde pas. Mais dans d'autres contextes qui s'inscrivent dans un récit mythique, d'autres sons sont représentés par le truchement de personnages à la réputation bruyante. Là, je vous montre un vase qui, comme les précédents, sont des objets très connus dans notre milieu. Sur ce vase, on a d'abord sur le col une des plus anciennes représentations d'Ulysse et de ses compagnons en train d'aveugler le géant Polyphème. Celui-ci est représenté plus grand que les autres personnages. Il tient un vase à boire, signe de son ivresse et de la ruse d'Ulysse, tandis que le grand pieu s'enfonce dans son œil. Et sa douleur, autant que sa surprise, sont pris en charge par cette bouche qui est grande ouverte, et à ma connaissance, c'est la première représentation d'un personnage représenté criant, et notamment grâce à la technique du contour. Et sans doute que voilà, ils étaient gênés avant par la technique de la simple silhouette. Mais, alors certes, il est représenté la bouche ouverte et vraisemblablement criant ou exprimant sa surprise et sa douleur, mais il n'y a rien de naturel ici dans sa posture, ni dans la gestuelle, qui sont entièrement au service de la caractérisation d'un personnage non humain. Sur la panse, on a au niveau de l'épaule, j'aurais dû prendre un stylet, on a à nouveau, alors ici il s'agit d'un animal mais qui est représenté gueule ouverte, et sur la panse, on a un autre mythe, il s'agit de Persée et des gorgones. Les gorgones sont représentées le visage de face, c'est une convention pour ces monstres, et la bouche ouverte avec un dentier absolument incroyable et la tête hérissée de protomées, de fauves et de serpents. Depuis Homère jusqu'à Pindare, et plus encore, les poètes insistent sur le fait que les gorgones sont terribles à voir, mais aussi à entendre. Les têtes de serpents dont elles sont hérissées sifflent, leurs mâchoires claquent, et de même leur course martèle bruyamment le sol. Qui dit gorgone dit bruit. Il s'est en voulu imiter d'ailleurs les sifflements de ce monstre qu'Athéna a inventé la double flûte capable de reproduire tous les sons. Autre monstre par définition sonore, les sirènes, qui attirent les marins au son de leur voix.
chez Homère, dont il s'agit que de voix. Hein, elles sont dites ensorcelantes, leur chant est dit frais, doux. Mais la stratégie des peintres est un peu différente. Alors ici, on a là encore une image assez exceptionnelle où donc on a des personnages hybrides à tête de femmes et à corps d'oiseaux, et elles sont représentées la bouche ouverte. Et Ulysse est représenté attaché sur le mât. Et alors attendez, excusez-moi, j'en suis là. Et il a la tête relevée, lui seul peut entendre le chant de ces sirènes, et les autres personnages, eux, ne regardent pas en leur direction, puisqu'ils ont de la cire dans les oreilles. Donc le chant est exprimé à la fois par la bouche ouverte des sirènes et par l'attitude d'Ulysse. Mais le plus souvent, les peintres de céramique ont préféré donner des bras et des mains à ces monstres hybrides et ont fait des sirènes fondamentalement des musiciennes. Ici, on a le cas avec cette coupe où l'une joue de la double flûte, l'os, une autre joue de la lyre et une autre encore des crotales. Et alors, je signale juste qu'on a des drôles de petits signes ici et là, qui sont des simulacres d'inscription et qui représentent également et la musique et le chant. Toutefois, le fait que la sirène soit douée de paroles est peut-être ce qu'a voulu nous rappeler un peintre donc sur une hydrique qui est au Louvre. Donc sur la panse, on a la représentation de la remise des armes à Achille par Thétis et ses sœurs qui sont nommées, en présence d'Ulysse, qui dans la poésie n'est absolument pas là, mais ça c'est la liberté des peintres. Et sur l'épaule, on a deux lions affrontés qui se retournent, gueule ouverte, et de part et d'autre, on a une sirène, et celle de droite, on a son nom, mais cette fois-ci, on a aussi un verbe, sirène et nid, elle nous dit, hein, elle prend la parole et nous dit « je suis sirène ». Ce procédé des figures parlantes est un procédé qui apparaît dès la fin du 7e siècle, notamment à Corinthe, mais qui reste ensuite ponctuel dans le développement de la céramique figurée. Et ces premières figures parlantes, comment on les identifie? Eh bien, par le fait qu'il y a un verbe conjugué à la première personne, accolé au nom de la figure qui parle. Sur cet amphore de Berlin, on a un cas absolument exceptionnel. Toutes les divinités sont nommées, mais Hermès, lui, nous dit « je suis… » Ah oui, ça c'était sûr. « Je suis Hermès de Silène », donc théonyme plus épiclèse qui précise son identité. Autre cas de figure parlante, alors cette fois le personnage ne se présente pas, mais il y a là encore un verbe conjugué qui nous permet d'identifier l'inscription comme une parole. Là malheureusement le vase est très fragmentaire. Il joue, voilà, ce sont des Grecs lambda qui jouent un jeu de pions et on a la parole derrière un des personnages, donc ego tetara, qu'on traduit par je, mais 4, hein, donc moi j'ai 4, et alors vous voyez où est l'inscription, mais on considère en fonction de l'action qu'en fait cette parole est prononcée par celui qui est en train de jouer. Et on se rend compte que c'est bien à la lecture de l'inscription qu'on comprend qu'il s'agit d'une parole, et celle-ci, dans un premier temps, n'est pas nécessairement à côté de celui qui parle. Alors, autre exemple, et je vous montre une étape supplémentaire. Alors, là encore, hein, un vase très connu pour ceux qui s'intéressent au sujet. Il s'agit d'un vase qui est signé par un potier peintre dont on connaît donc un peu la carrière et qui est très inventif à tous les niveaux. Ce vase représente Achille et Ajax jouant au dé, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans les textes, c'est une invention des peintres et qu'on retrouve ensuite en sculpture. Il y a la signature du potier peintre
les personnages sont nommés, et ce qui nous intéresse, ce sont les deux inscriptions entre ces deux personnages qui partent en diagonale depuis leur tête. On a d'un côté Achille qui nous dit qu'il a 4, juste le chiffre, Tessara, et de l'autre Ajax qui malheureusement est perdant, et a 3. Et cette fois-ci, on a bien les inscriptions qui sont à côté des personnages qui sont comme issus de leur bouche, mais celle-ci, remarquez, est fermée. Alors ça, c'est ensuite un procédé que l'on va retrouver très régulièrement, le fait d'avoir la parole à côté, vraiment comme issue de la bouche, mais il n'y a rien d'obligatoire. Les peintres ne l'appliquent pas toujours. Là, on a un deuxième exemple, ça représente le même sujet. On est un peu plus tard dans le temps. À nouveau des inscriptions qui nomment les personnages et à nouveau des paroles, mais cette fois-ci, elles sont à la verticale. Et on sait que ce sont des paroles parce qu'on a à nouveau l'introduction du verbe à la première personne. Donc, Achille nous dit qu'il porte, donc il a 4, et là, cette fois-ci, Ajax a 2. Dans tous les cas, il est également perdant. Donc, la parole est identifiée par la présence du verbe. Et également, alors quand on regarde le déroulé, ça, à Boston, ils aiment bien faire ce procédé, on voit que la lance d'Athéna est vraiment artificiellement longue, et on s'aperçoit que même, admettons que l'utilisateur du vase ne sait pas lire, il voit bien desquels des deux, qui est le gagnant, qui est le perdant. L'inscription Tétaraféro dépasse la lance et est supérieure visuellement au résultat d'Ajax. Donc sur les exemples que nous venons de voir, on va retenir que au point de départ, les paroles ne sont pas nécessairement à proximité de la bouche et que cette bouche peut être également fermée. Mais ensuite, les peintres vont développer des effets visuels et vont vraiment jouer avec ces paroles. Voici une pelliquée qui met en relation la communication avec ce que nous avons vu hier à propos du vol des hirondelles. Cette image est unique. Elle représente donc 3 personnages qui discutent et leurs paroles partent de leur bouche. Alors, les inscriptions sont en rouge sur un fond noir. Donc, autant dire que pour vous, c'est difficile à voir, mais elles sont bien là. Donc, le premier nous dit, Ido Kélidol, donc voit une hirondelle. Le second personnage, Néton Héracléa, oui par Héraclès. Le troisième, là, AOT, et cette succession de paroles permet de retracer en même temps le vol erratique de l'oiseau. Et entre les deux derniers personnages, on a une 4e inscription qui nous dit déjà le printemps, et personne, dans l'image du moins, semble-t-il, ne prononce cette phrase qui semble comme un commentaire off. Beaucoup ont étudié ces images et un des spécialistes a souligné l'intérêt de ces paroles qui permettent d'expliciter la scène quand la gestuelle pouvait rester opaque. Les inscriptions soulignent le fait que ces personnages regardent véritablement l'hirondelle, réagissent, interagissent entre eux à la présence de l'oiseau comme un signe annonciateur. De fait, les oiseaux sont nombreux dans l'iconographie grecque, notamment dans les scènes de départ ou de combat, mais il n'y a normalement pas d'interaction avec les personnages. Le présage s'adresse au seul spectateur de l'image. Mais en fait, pour revenir à la pelliquée, il y a plus dans cet échange verbal qui suit l'organisation de il y a plus dans cet échange, excusez-moi. Cet échange suit en fait l'organisation des présages tels qu'on les trouve dans la littérature. Il y a d'abord la description du phénomène, voit une hirondelle, sa prise en compte, une réaction, oui, par Héraclès, là, et ensuite une interprétation, c'est déjà le printemps, et cette interprétation qui ensuite doit être suivie par une acceptation ou un refus. Cette 4e et dernière étape manque ici, elle est laissée à l'appréciation du spectateur du vase.
Il existe un proverbe grec qui affirme, et on y a la même chose chez nous, hein, qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. La sentence s'appelle donc un commentaire. Cette scène anodine en apparence réunit 3 hommes d'âge différents. Un jeune homme, non. Il a déjà dépassé. Il a déjà 20 minutes. C'est pas vrai. Un jeune homme, c'est pire que ce que je pensais encore. Un jeune homme, donc type est faible, un homme d'âge mûr et un jeune enfant. Et alors l'enfant semble réagir là au doigt levé, en fait, que les 2 autres montrent plus précisément, mais on pourrait penser aussi à l'inverse, que c'est l'enfant qui voit d'abord et les 2 autres personnages qui interviennent. Quoi qu'il en soit, cette image fonctionne comme une devinette à la place du spectateur, à lui de comprendre ce qui se joue sous ses yeux. Il est question du temps qui passe, de la relation de ces personnages. De fait, les 2 personnages assis représentent un tandem bien connu, hein, de l'Éraste et les Romaines. Et puis on a l'intervention du plus jeune qui vient peut-être perturber cette relation, et du fait que quelque chose est en train de se nouer ici. Grâce à la succession des phrases, la temporalité est prise en charge quand les figures, elles, sont figées dans leur posture. En une seule image, quoi de plus difficile que d'évoquer le temps qui passe. Une hirondelle ne fait peut-être pas le printemps et n'augure rien de particulier, si ce n'est la brièveté de l'instant. Alors, puisque je dois passer, et les règles du jeu s'appliquent à tous, je passe. Je ne résiste pas quand même de vous montrer cet amphore qui a servi pour l'affiche. Et d'un côté, on voit un joueur d'Olos, de l'autre, en fait, c'est une image qui est problématique. On a un personnage qui est dans une attitude très raide, on appuie sur son bâton, c'est un citoyen, et il est en train de chanter, hein, jadis attirante. Il s'agit vraisemblablement en fait d'un rhapsode, hein, dont le travail est de réciter ces poèmes épiques qu'il a appris. Et cette image détonne notamment par rapport à d'autres chanteurs. Donc il y a énormément de représentations de chanteurs, notamment en contexte de banquet. Et parmi les figures les plus marquantes, on a chez un artisan, là aussi qu'on suit bien, qui est Euphronios, qui a signé, on a cette figure de ce personnage dans le cadre du banquet. On a une joueuse d'Olos et un personnage qui a cette gestuelle du bras derrière la tête et qui est en train de chanter des vers ici en gloire d'Apollon et des bienheureux. Et on a la mise en place d'un schéma visuel qui a connu un succès à l'époque fin 6e et début 5e et qu'on va retrouver. Et en général, on a joueuse ou joueur d'Olos pas très loin. Ici, on a à nouveau un banqueteur qui nous dit qu'il ne peut pas. Alors, on ne sait pas ce qu'il ne peut pas faire. Et on a la même chose chez le poète Théognis, qui lui nous dit qu'il a trop chanté, quoi, il n'y arrive plus. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'effet visuel, hein, le fait que l'inscription en rouge part vraiment de la bouche, et même, donc elle est sur le bras, hein, parce que là, il n'est plus question de l'éloigner trop du locuteur. Et enfin, on a encore ces effets graphiques chez certains peintres, mais cette fois-ci, l'inscription n'est pas vraiment un poème chanté, c'est le début d'une exclamation qui est partout dans la céramique, et qui nous dit « Opais kalos », le jeune homme est beau. Hein, donc c'est visuellement un chant, mais linguistiquement pas nécessairement. Et là aussi, les peintres ont joué là-dessus. Là, on a à nouveau un musicien accompagné du barbiton. On a l'impression qu'il chante. Il chante d'ailleurs. Hein, mais l'inscription, elle, nous raconte autre chose. C'est la signature du peintre, Scutes et Grabsen, Scutes à peint. Dernier exemple. Une joueuse de trompette, je vais vous en parler parce que cette image, alors c'est un objet qui est un épinétron, donc c'est un objet qui sert pour les femmes pour filer la laine et qu'on a trouvé dans un sanctuaire à Éleusis, un sanctuaire féminin. Et on a cette joueuse de trompette avec des lettres, vous voyez.
qui part de sa trompette. Annie Bélis, qui est la grande spécialiste de la musique, notamment du monde grec, a estimé qu'il s'agissait d'une vraie notation musicale, mais elle la lit par l'inscription qui est au pied de la joueuse, alors qu'il faut la lire dans l'autre sens, tel que je vous l'ai remarqué. Donc il faut partir de la sortie de la trompette et ensuite on circule autour du personnage. Hein. La joueuse de trompette est complètement intégrée dans son chant. C'est pas une vraie notation musicale, ça y ressemble, c'est une sorte de taratata en quelque sorte. Formidable. Donc, pour conclure, d'abord on se rend compte du chemin parcouru, mais ensuite il n'y a pas de logique complète, puisque toutes ces recherches graphiques vont ensuite un peu disparaître à partir du moment notamment où les inscriptions sont régulières, perdent leur effet plastique. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'au-delà du message, l'effet visuel est prime. Et après, on va utiliser donc une inscription qui nous raconte autre chose pour nous dire aussi que le personnage est en train de parler ou de chanter. Et donc, il y a beaucoup encore à explorer dans toute cette production. Alors, à propos de bruit, je finis un peu par une boutade. Je vous montre là encore un fêtard qui sort de banquet et qui est à l'évidence en train de chanter. Et il s'accompagne d'un drôle de bruit, tandis qu'il urine dans un vase qui sert normalement à boire, que lui tend son esclave. Donc, il nous manque ici les rires et les commentaires amusés des Grecs, mais on va pouvoir les entendre. Je vous remercie.